Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission des podcasts de Rallye Info. Aujourd'hui, on reçoit Guillaume Lafay. Avec Guillaume, on va revenir sur la troisième manche du championnat du monde des rallyes qui s'est déroulée du côté du Rallye du Mexique le week-end dernier. Avec lui, on va revenir sur la victoire de Sébastien Ogier, sur les malheurs de Ford, sur l'écrasante domination d'Escoda en WRC2. Vous êtes prêts? Allez, on y va, c'est parti! Bonjour et bienvenue, on retrouve donc Guillaume Lafay pour notre troisième rendez-vous parce que c'est déjà la troisième manche du championnat du monde des rallyes qui s'est déroulée le week-end dernier au Rallye du Mexique. Alors bien sûr, on va faire le débriefing avec toi Guillaume, on va revenir sur les points positifs, les points négatifs, les points forts du rallye. Ta synthèse, tu nous as dit qu'il y avait peut-être une petite surprise à la fin, donc je suis déjà impatient de la voir, afin de la connaître. Écoute, on va directement se lancer dans le vif du sujet. Tu sais, j'ai lu... et j'ai entendu ici ou là que c'était un petit peu un rallye ennuyeux plutôt, excuse-moi. Moi, je n'ai pas trouvé, j'ai plutôt trouvé que c'était un rallye à deux vitesses avec une fabuleuse bataille entre Ogier et Lapie en début de rallye jusqu'à la sortie de Lapie. Et qu'après, on était rentré dans un deuxième rallye pour une grosse bagarre sur la deuxième place. J'aimerais savoir, toi, quel est ton sentiment général sur le rallye avant de rentrer plus ou moins dans les détails. Dis-nous tout. Eh ben écoute, déjà salut Fabien, bonjour à toutes et bonjour à tous nos fidèles auditeurs, spectateurs, spectatrices. Ravi de rediscuter de ce troisième rallye du championnat du monde avec toi, après un week-end qui a été extrêmement chargé pour les fans de sport méca qu'on est tous, entre autres avec des rallyes divers et variés, le WEC, la Formule 1, bref, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer justement, et c'est vrai que tout ça a permis de combler un peu effectivement les petits manques et les moments un peu plus calmes qu'il y avait au rallye du Mexique, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça a été à deux étages, à deux niveaux. Une très très belle bagarre pour la victoire sur la première journée, et puis après, avec l'accident des APK Lapie, on s'est plutôt tourné vers la deuxième, la troisième, voire la quatrième place, et une belle bagarre aussi en WRC2, en Rallye 2. Donc qui nous a pas déçus également. Alors, la première chose que je voudrais aborder avec toi, c'est il y a un gros problème pour moi. Une fois de plus, les Ford ont eu toutes les misères du monde. Qu'est-ce que toi tu en penses et est-ce que tu pourrais nous dire d'où ça peut provenir éventuellement? C'est ce que tu en penses parce que les WRC et les Rallye 1 ont été touchés, Fourmeau lui aussi a été touché. Il y a un vrai problème quand même avec Ford. Honnêtement, moi c'est ce que je pense. Oui, effectivement. Alors c'est sûr que là, pour le coup, ça a été extrêmement marqué parce que ils ont connu tous les malheurs du monde sur une seule et même spéciale. On en discutait d'ailleurs par message quand c'est arrivé là, le vendredi soir sur la toute première spéciale du vendredi. Ça commence par Tanak qui a rapidement ce problème de turbo. Directement après, peut-être à peine 5 minutes après, il y a Loubet qui tape, qui abandonne pour la journée. Et puis ça finit un quart d'heure après par Jourdan Serderidis qui se sort pour le compte et qui bloque complètement la spéciale. Donc effectivement, elle est 3 Ford out en un quart d'heure quasiment, en exagérant un petit peu. Donc oui, il y a ces problèmes de fiabilité, ça c'est indéniable. Depuis l'année dernière, déjà, on avait vu Loeb qui avait renoncé à plusieurs victoires potentielles sur ces soucis de fiabilité. Là, Tanak montre clairement du doigt et il a dit de manière on ne peut plus nette qu'il ne pouvait plus se permettre d'avoir un seul rallye de ce type-là, un seul joker de ce type-là dans la saison s'il voulait vraiment pouvoir jouer le championnat. Donc déjà au bout de trois rallyes, il tape un petit peu du poing sur la table. On a vu ses interviews aussi en fin de rallye où il exige quasiment du développement, de la fiabilisation en disant que c'est ce qui lui a été vendu. On n'oublie pas que M-Sport, ça reste M-Sport, c'est pas Ford, c'est une équipe privée qui est appuyée plus ou moins bien en fonction des saisons et j'imagine même en fonction des mois ou des semaines par le constructeur Ford aux États-Unis. Mais bon, en même temps, on a Ford qui annonce son réengagement en tant que motoriste de Red Bull en Formule 1. Ils sont présents très fortement en NASCAR.
Donc je pense que le rallye n'est pas forcément leur priorité et en termes de budget, très clairement, M-Sport est très loin de constructeurs comme Toyota ou Hyundai. Et donc forcément, quand on mise sur la performance pour avoir des voitures qui se montrent aux avant-postes pour pouvoir les vendre à des clients derrière, puisque comme on l'a dit dans les épisodes précédents, le business model de Ford, c'est d'abord de vendre des voitures, enfin de M-Sport, pardon. Oui, moi je fais la confusion. Le business model de M-Sport, c'est de vendre des voitures pour pouvoir engager ces rallyens. Du coup, on fait parfois l'impasse sur de la fiabilisation, sur des essais, sur des tests. Et très clairement, ce qui est évident, c'est que Tanak n'a pas pu faire énormément d'essais, voire pas du tout avant ce rallye du Mexique, alors que des Toyota ou de Hyundai ont fait plusieurs journées complètes sur différents terrains, notamment en Espagne, pour reproduire au plus proche les conditions du Mexique. Alors, on va revenir bien sûr sur le rallye Mexique. Alors, pour moi, c'est un petit peu la théorie de la connaissance du terrain, parce que, comme on a vu, on n'était plus revenu au Mexique depuis 2021, si je ne me trompe pas. 2020, pardon. Ouais. Voilà, les 3 ou 4 dernières éditions, c'est Sébastien Ogier qui les gagne. Là, il regagne, donc c'est pas, pour moi, c'était pas vraiment de surprise, hein, il était favori. Moi, je voudrais revenir un peu plus sur Lapie. Il a fait vraiment une bataille extraordinaire, il était aux avant-postes. Je sais que tu apprécies énormément ce pilote, moi aussi je l'apprécie. Selon toi, qu'est-ce qui manque à Lapie pour enfin gagner ? Il est pas loin. Il est pas loin, on le sent. On sent qu'il est là. Mais une fois de plus, ça finit pas. Et voilà. Qu'est-ce qui lui manque, selon toi ? Déjà plusieurs choses. Alors effectivement, le dernier rallye c'était en 2020, juste avant le Covid, hein, puisqu'on se rappelle que c'est le week-end où il y a eu le confinement qui a été décrété. Donc déjà, ça fait du bien de revenir au Mexique. Ça montre qu'on est, je l'espère, passé à travers tout ça maintenant. Et puis Ogier, voilà, tout simplement, c'était le seul vainqueur en date du rallye du Mexique qui était au départ, avec 6 victoires, recordman avec Sébastien Loeb. Donc forcément une vraie grosse expérience de ce rallye. Il est parti dans toutes les positions, que ce soit en tant que balayeur ou un peu plus loin, deuxième, troisième, en fonction de ses résultats en Suède qu'il avait eu les années précédentes. Là, il avait clairement la position idéale, 5 ou 6e sur la route le premier jour. Lapie juste devant ou juste derrière, je ne sais plus exactement, mais ils avaient des positions de route qui étaient clairement équivalentes. Donc, qui montre qu'effectivement, cette première journée du vendredi, la première journée complète, elle a été vraiment maîtrisée par ces deux pilotes. Ils ont tout de suite fait un trou, 20-25 secondes d'avance sur le reste de la concurrence. On a vu l'impact que pouvait avoir le balayage sur les premiers pilotes. Alors Tanak, on l'a pas trop vu, puisqu'avec son problème de turbo, il a passé toute la première boucle au ralenti. Donc du coup, c'est Rovan Perra qui, on le disait la dernière fois, avait pris le risque de perdre des points en Suède pour ne pas balayer. Et finalement, il s'est retrouvé à balayer quand même. Donc j'espère qu'il se mordra pas trop les doigts d'avoir perdu ses points. Mais tout ça pour dire que Ogier, je pense, avait quand même un petit step de marge, se garder une petite marge de sécurité. Il sait comment aborder ce rallye du Mexique, il sait qu'il faut rester dans la trajectoire, qu'il ne faut pas aller trop chercher les cordes. Et puis le samedi, sur la deuxième journée, quand il a fallu attaquer, les APK Lapie, c'est peut-être... alors, je dirais pas qu'il était à l'attaque complète, parce que l'erreur qu'il fait, elle est quand même pas énorme. Il se retrouve un peu piégé dans une corde, à rester un peu trop bloqué à l'intérieur du virage, ce qui fait qu'il ne peut pas ressortir proprement. Il va effleurer quasiment, un peu plus qu'effleurer, le talus sur le côté droit, et qu'il l'envoie directement à l'opposé. Et malheureusement, il y avait ce pylône. S'il n'y avait pas eu le pylône, ça pouvait se finir en un simple tête à queue, mais là, c'est vrai que ça a été un gros crash pour le coup. Qu'est-ce qui lui manque ? Je sais pas trop. Un brin de réussite, peut-être d'accepter dans un premier temps de finir meilleur des autres derrière Ogier.
Mais c'est vrai qu'à ce moment-là du rallye, c'était quand même un petit peu compliqué pour lui. Il avait quand même 4 secondes d'avance. Il pouvait clairement entrevoir la victoire. La Hyundai avait l'air de plutôt bien marcher. Euh, je pense qu'il manque pas grand-chose. Il manque pas grand-chose. Il a montré en Suède qu'il pouvait être dans la bagarre pour la victoire. Là, au Mexique, à la fin de la première journée, il a clairement annoncé que c'était sa meilleure journée de rallye de toute sa carrière. Et on peut le croire parce que d'arriver à devancer Ogier sur un rallye du Mexique comme il l'a fait, c'est quand même plutôt costaud. Maintenant, il faut de la consistance. Il faut, comme diraient les Anglais, il faut délivrer, il faut mettre la balle au fond et ça passera déjà par finir les rallyes, très clairement. Ouais, et puis la réussite, tu as très bien dit le mot qu'il fallait, parce que je sais pas si tu as vu dans la toute dernière spéciale, Rovanpera, il va, il arrache l'aileron de sa Yaris, il arrache le côté et tout, et lui, il s'en sort miraculeusement. Tu vois, c'est ce qu'on appelle la réussite, tu vois. Oui, c'est ce qu'on appelle la réussite, mais en même temps, c'est de la prise de risque mesurée aussi. Tu vois, on dit toujours que les grands champions, ils ont de la réussite, ils ont de la chance. Je suis pas certain, je suis pas convaincu de ça en fait. C'est qu'ils ont toujours cette marge en fait que les autres n'ont pas, qui leur permet effectivement d'être un tout petit peu moins impactés que certains qui sont à l'attaque complète. On se rappelle de Ogier à Monza quand il va effleurer le bloc de béton où ça fait des étincelles sur la jante. Et ben, effectivement, il crève pas. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Alors que Neuville lui fait la même et il abandonne. Voilà, tout à fait. Et Latvala, à la fin du rallye, en éclatant de rire, dit moi, si ça m'était arrivé, ça, je finis ça en tonneau. Et voilà, mais les grands champions, c'est comme ça. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose, c'est qu'ils sont pas autant à la limite, c'est que il y a un facteur qui fait que ils ont une marge supplémentaire. Alors moi sur le Mexique, ce que je retiens, parce qu'on va revenir après sur la WRC2, sur les Rally 1, c'est que effectivement Ogier gagne avec une énorme expérience, il est au-dessus, très clairement il est au-dessus. Thierry Neuville qui est toujours là à sa place. J'ai deux déceptions, alors je sais pas si toi c'est les mêmes que moi, j'ai un petit peu la déception Sordo, la déception Evans. J'ai l'impression que ces deux pilotes ils n'y arrivent plus, alors pour des raisons diverses, diverses. Et puis j'ai cette impression aussi que paradoxalement, Rovanpera est plus crispé et plus stressé que la saison dernière, alors que la saison dernière il aurait pu l'être beaucoup plus parce qu'il n'avait pas encore été titré. Et là, alors qu'il devrait être titré et être beaucoup plus relax, on le sent un peu plus sur le frein, sur sur le retrait, un peu moins à l'aise que l'année dernière. Je ne sais pas ce que tu en penses, et donne-nous ton avis sur tous ces points, les détestations, Rovanpera et Neuville. Ouais, on va peut-être commencer déjà par le podium parce que, comme Oui. tu le disais tout à l'heure, effectivement, une fois que Esa Pekka-Lappi le samedi avait abandonné, ça a été un boulevard pour Sébastien Ogier, idéalement bien placé sur la route, qui n'avait plus qu'à gérer. Il a même encore fait des temps complètement incroyables dans l'après-midi, en mettant des 5-6 secondes sur une spéciale à tout le monde, alors qu'il avait l'air de rouler, ou en tout cas il pouvait rouler quasiment le coude à la portière. C'est pas une belle expression de dire ça, mais en tout cas il avait une vraie marge de sécurité. Donc suite à ça, c'est vrai qu'on s'est tout de suite penché sur la bagarre pour la deuxième place, qui avait lieu entre Elfyn Evans et Thierry Neuville, avec Evans qui avait une petite avance, et Neuville qui a fait que grappiller. En fonction des différentes spéciales, ça a vraiment été une bagarre à la seconde, clairement. Et là, pour le coup, moi, j'ai été beaucoup plus enchanté que toi de la prestation de Evans, puisqu'on l'avait dit la dernière fois concernant ses prestations justement qui étaient un peu en demi-teinte par rapport aux années précédentes. Là, on a clairement retrouvé le Elfyn Evans qui en voulait, qui avait le couteau entre les dents, qui allait chercher vraiment à la bagarre la compétition avec Neuville. Et je pense que le plus bel hommage qui pouvait lui être rendu, c'est ce qu'a dit Thierry Neuville à l'arrivée, c'est-à-dire qu'il en avait quand même une sacrée paire. Parce qu'Evans, sur la dernière journée, il a un bras de suspension qui est complètement tordu, qui va rafistoler avec du scotch et du mastic, et il va quand même attaquer comme un fou furieux, notamment dans la Power Stage, et il perd la deuxième place que pour 4 dixièmes. Donc là, pour le coup, je suis
un peu déçu pour lui parce que pour moi, en tout cas, à l'envie montrée, euh, il y avait on va dire, un chouïa de plus pour Elfie Evans. Thierry Neuville, lui, était un peu plus, je pense, quand même, sur la retenue de jouer le championnat et de se dire qu'il fallait quand même finir le meilleur des autres, de tous ceux qui officiellement jouent le championnat. Mais il a quand même fait un très très beau rallye aussi, un rallye solide. Tu vois, avant le rallye, quand je t'envoyais les petits messages pour les pronostics, où je te dis, bah tu vois, moi je vois bien un Neuville qui malheureusement va avoir un problème à vouloir trop attaquer pour rattraper des points. Bah finalement, il a été plus que sage. Il a fait un très très beau rallye, solide du début à la fin. Là aussi, pour le coup, ça manque un petit peu de panache, mais en tout cas, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire dans l'optique du championnat. Tanak ayant marqué, enfin, elle a marqué très très peu de points sur ce rallye. Ogier, soi-disant, ne fait pas la totalité du championnat. On va y Roman, revenir. Rovan Perra, comme tu le disais, et c'est le point que je vais aborder juste après, est un peu en retrait, étonnamment, sur ce début de saison. Tu vois, troisième rallye, toujours pas une victoire, on va dire. C'est quand même étonnant pour celui qui a archi dominé la saison précédente. Certes, sur ce rallye du Mexique, c'était compliqué par sa position sur la route, mais, euh, mais c'était même très très compliqué. Et du coup, je pense qu'il pouvait pas bien mieux jouer. Et quand il avait le retard qui était fait, c'était juste trop tard. On va revenir aussi sur Pierre-Louis Loubet. Difficile quand même comme début de saison. Hein. Pas mal de problèmes, mais aussi pas mal d'erreurs. Compliqué. On va aussi revenir sur Rovanpera. C'est vrai que tu en as parlé. Moi, ce que je suis étonné de Rovanpera avant de revenir sur Loubet, c'est vraiment les positions d'arrivée. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'il est très loin à chaque fois. Hein. Très très loin. Oui, oui, mais comme on l'a vu, il pouvait pas bien faire autrement. Le balayage était tellement pénalisant sur ce rallye-là que c'était compliqué de faire mieux. Le balayage était présent sur les premières boucles, il était même présent sur les deuxièmes boucles de l'après-midi. Donc à partir premier ou deuxième sur la route, il s'est retrouvé tout de suite en fin de vendredi avec quasiment une minute de retard. Et là, il n'avait plus rien à jouer à part essayer de remonter le plus possible et de faire ce qu'on appelle une course par l'arrière. Moi, je suis un grand fan de trail et ça se passe parfois comme ça où on dit on rattrape un peu les morts, quoi. Donc voilà, attendre que le malheur s'abatte sur les autres pour gagner des positions. Il pouvait pas bien faire mieux, malheureusement. Euh, mais par contre, pour Pierre-Louis Loubet, effectivement, rallye compliqué. Rallye très très compliqué. Je sais pas si tu as vu quelques images du samedi quand il repart suite à son abandon. Moi, j'ai été à la fois impressionné par l'envie qu'il mettait, par l'attaque qu'il mettait dans chaque virage, dans chaque spécial, pour s'approprier un petit peu ce rôle de balayeur, puisqu'il partait deuxième sur la route. Mais d'un autre côté, pour moi, c'était trop. Dans les premières spéciales du matin, il en mettait trop. Enfin, pour quelqu'un qui repartait en rallye 2 et qui avait besoin d'apprendre, de faire du kilomètre, à la fois pour prendre de l'expérience sur la terre, sur ce rallye si particulier et dans cette voiture, il prenait trop de risques. Il prenait trop de risques et pas manqué, malheureusement, bah, il fait cette deuxième erreur le samedi qui lui coûte encore une fois très cher, qui coûte très cher à M-Sport et qui l'empêche d'emmagasiner un maximum d'expérience. Donc un petit peu déçu, voire très déçu pour Pierre-Louis Loubet. Pas falloir qu'il fasse trop d'erreurs comme ça quand même. Tu sais, j'ai l'impression, alors, il est très bien accompagné par Nicolas Gilsoul qui a une expérience extraordinaire de WRC, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il reproduit un peu la saison qu'il avait eue chez Hyundai, chez deux compétitions. J'ai un peu l'impression d'avoir un peu la même trajectoire. C'est où voilà, il accumule les sorties, les bêtises, dans une moindre mesure cette année, tu vois, mais c'est bizarre. Quand il était en demi-saison l'année dernière, il a été extraordinaire. Moi, je l'ai trouvé extraordinaire. Mais c'est vrai que sur une saison complète, alors est-ce qu'il se met une pression énorme et est-ce que ça joue? J'ai l'impression qu'il a un peu la même trajectoire qu'avec de ses compétitions l'année où il était avec la Hyundai. Oui, alors après, on peut jamais trop comparer à la fois les équipes, les montures, les conditions.
Euh, c'est jamais un début de saison, c'est jamais facile, hein, surtout avec ces rallyes-là. Le Monte-Carlo, on n'en parle pas. Même si cette année il est particulièrement sec, la Suède, ça reste Et très particulier. Le Mexique également. Faut pas oublier que le comportement des voitures est quand même très différent de ce qu'il peut avoir sur des essais ou sur d'autres rallyes sur Terre. L'altitude, la chaleur. Voilà, il y a tout un tas de paramètres techniques qui font qu'on est quand même sur un rallye très très spécifique. Mais là, par contre, c'est vrai qu'il a vraiment la pression maximale avant le prochain rallye en Croatie, où là, pour le coup, il va vraiment falloir qu'il performe, tout simplement, et qu'il soit fiable, parce que c'est un rallye qu'il connaît bien, qu'il a déjà fait au moins 2 fois, je crois, et sur lequel il ne pourra pas se permettre de passer de nouveau à travers, parce que sinon, j'ai peur que, contrat ou pas contrat, voilà, que M-Sport puisse faire appel peut-être à Fourmeau pour reprendre le volant ou à un autre. Voilà, on peut tout imaginer. On sait qu'on a des Mikkelsen qui sont sur la touche. On a un Lidolm qui pousse fort aussi, qui n'est pas forcément maqué avec un ou l'autre des constructeurs. Donc voilà, il y a un moment, il faut délivrer, comme on dit. alors, tu sais qu'avant le rallye, on a beaucoup parlé de l'hybridation avec l'altitude et tout, et on n'en a pas entendu parler. Pour une fois, on n'a pas entendu parler de l'hybride de tout le rallye. C'est assez étrange, non? Ouais, ouais, alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup de craintes avant le rallye, puisque comme on le disait, on n'était pas allé au Mexique depuis 2020. Ces rallyens, encore plus, n'avaient absolument jamais roulé à une altitude aussi haute. On est quand même entre 2500 et 3000 mètres d'altitude. Donc, comme on le disait la dernière fois, en général, ça fait entre 25 et 30% de puissance atmosphérique en moins, sachant qu'on a les turbos et a fortiori l'hybride, donc ça permet de linéariser un petit peu cette perte de puissance. N'empêche que ce qui pouvait faire peur, c'est les problèmes de refroidissement. Parce que l'air en altitude est beaucoup moins dense. Donc, en fait, pour une même quantité d'air, on a un moins bon refroidissement de tous les organes. Donc, forcément, du moteur, mais également de la batterie, du système hybride, des freins également. Et donc, on pouvait craindre ces problématiques de surchauffe des différents organes. Et puis finalement, bah, la température n'a pas forcément été aussi extrême que ce qu'on pouvait craindre. Et oui, sur l'hybridation, bah, pour une fois, à part un seul endroit, en fait, pour le coup, où je crois que c'est Tanak et Rovanperä qui ont perdu l'hybride sur une grosse compression sur une spéciale. Ils ne savent pas pourquoi. Il y a eu cette compression au même endroit et les deux ont perdu le système hybride. Donc, j'imagine que c'est une sorte de capteur un accéléromètre en fait qui a détecté que la voiture elle subissait une décélération ou une accélération trop importante. Elle s'est mise en défaut et donc le système hybride s'est mis en défaut lui aussi. Mais sinon, il n'y a pas eu d'autres problématiques. Donc c'était assez intéressant. Autre chose intéressante qu'on pouvait voir notamment au début des spéciales, c'est que en fait il y a des liaisons entre les spéciales qui sont extrêmement courtes au Mexique. Notamment la grande spéciale de El Chocolate qui a été faite à plusieurs reprises. Il y a quelques années, elle était en une seule partie, qui faisait, je crois, une cinquantaine de kilomètres. Oui, quelque chose tout à fait. et qu'ils ont coupé cette fois en deux. Et de fait, la petite liaison ne permettait pas de recharger complètement les batteries. Et on le voyait sur le début des spéciales ou sur la jauge de batterie, en fait, il ne restait plus que la moitié de la batterie. Et pourtant, les boosts ont été actifs jusqu'aux fins de spécial. Donc, preuve que ça fonctionne plutôt bien pour le moment. Et qu'ils ont, je pense, ils sont arrivés à un niveau de fiabilisation et d'exploitation, en tout cas, du système hybride qui commence à être extrêmement intéressant. Oui, c'est la bonne nouvelle en fait. Sur rallye, c'est l'hybride, on n'en a pas entendu parler, tout le monde se posait beaucoup de questions, on n'en a pas entendu parler du tout. On va revenir sur Sébastien Ogier parce que tu m'as lancé la perche tout à l'heure. Apparemment, il se dit qu'il serait en Croatie. Je vais te poser une question très simple. S'il gagne en Croatie, il y va ou il y va pas, Outi, à ton avis? Parce que là, on a l'impression que c'est non dit, hein, mais on sent qu'il commence à y penser plus ou moins. Hein. À chaque fois qu'il sort, il gagne, ça fait de gros points. Déjà, c'est plus qu'une rumeur puisqu'il a engagé effectivement en Croatie. Ça faisait partie de son programme depuis le départ. Là,
on commence très clairement à lui poser la question, puisque effectivement, il est en tête du championnat après 3 rallyes. Alors certes, il en a un de moins que les autres, mais il est quand même en tête du championnat. S'il allait chercher les points dans la Power Stage au Mexique, alors qu'il n'avait pas à le faire, alors il a beau dire que c'est pour le championnat constructeur, qu'il est engagé par une marque et qu'il faut qu'il rapporte le maximum de points, n'empêche que c'était quand même prendre un risque de perdre la victoire. On sait qu'il maîtrise complètement cet exercice de la Power Stage. Mais bon, effectivement, on ne peut pas s'empêcher de se dire que sur asphalte, on sait comme il est performant, qu'il va partir en plus premier sur la route. D'ailleurs, c'est l'excuse qu'il a employée pour dire qu'il allait attaquer dans la Power Stage, parce que sachant qu'il allait être en Croatie, pour le coup, lui, il voulait partir premier en Croatie. Donc voilà, mais on peut s'empêcher de se poser la question. Lui dit que de toute façon, ce qui est le plus important, c'est qu'il prenne du plaisir. Il est plus à la recherche de victoires au coup par coup que d'aller chercher le record. Le problème, c'est... Enfin, le problème, il n'y a que lui qui sait. Il y a que lui qui sait ce dont il a envie. Il a plus de programme en endurance pour cette année. Il a plus que du rallye. Potentiellement quelques tests peut-être en hypercar avec Toyota, mais vu les retours qu'il avait fait l'année dernière, je suis même pas certain qu'un retour aux 24 heures du Mans puisse potentiellement l'intéresser. Il n'y a que lui qui sait. Il n'y a que lui qui sait. Moi, Il va y aller s'il gagne. J'aimerais. Après, est-ce que c'est bon signe pour le WRC aussi, de voir un pilote comme lui? Enfin, voilà, on s'était dit que Calero Vanpera, c'est la relève qui dominait tout de la tête et des épaules. Encore une fois, ces 3 premiers rallyes sont très très particuliers, donc faut tirer absolument aucun plan sur la comète. Mais en tout cas, c'est vrai qu'une nouvelle bagarre Ogier avec tous ses anciens collègues, ça aurait de la gueule sur toute la saison, ça c'est clair. Pour toi, le prochain rallye, c'est la Croatie. Je vais te poser une question très simple. La clé là-bas, ça sera quoi? C'est le premier rallye sur asphalte de la saison. La clé du succès, c'est quoi là-bas? Bah, clairement, il va y avoir un rôle météo. Oui. Un rôle météo. Est-ce qu'on va avoir un rallye extrêmement sec? Est-ce qu'on va avoir un rallye humide ou avec de la boue, des cordes qui se creusent et de la terre qui est ramenée sur la route? C'est la grosse problématique des rallyes asphalte. Si on a un rallye sec, je m'attends à ce qu'on ait une belle bagarre quand même. Je m'attends quand même à avoir Ogier qui soit sur le devant. Voilà, je vois pas bien comment un Thierry Neuville pourrait aller le titiller. Ott Tanak sur la Ford, je pense va être un brin en retrait. Voilà. Je vois pas bien autre chose que Ogier qui domine et qui puisse être titillé uniquement par Thierry Neuville en fait. Alors, on en a parlé, enfin moi je t'en ai parlé, t'as pas rebondi dessus, j'aimerais que tu nous donnes ton avis. Je voudrais revenir aussi sur Sordo. Ouais. Sordo, est-ce que... Alors, la question peut paraître très dure, mais elle n'est pas. Hein. Est-ce que c'est la saison de trop pour lui? Tu vois, il arrive plus, quoi. Il est loin, tu vois ce que je veux dire. Il est loin alors que sur la Terre, il était plutôt performant, quoi. Tout le temps là, 2, 3, 4, tu vois là, il est loin, il n'y arrive plus. Et ça se sent dans les interviews qu'il n'y arrive plus, qu'il ne comprend pas. Est-ce que c'est pas la saison de trop pour lui? J'ai un petit peu l'impression, c'est très difficile à dire parce que Dani Sordo, c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique qui a enjoué le WRC pendant des années et des années. Mais c'est vrai que typiquement, là aussi, ça pose un petit peu la question de la relève en WRC, des jeunes pilotes, de qui peut prendre sa place et être plus performant. Parce que c'est bien beau d'être à sa place, mais on a vu un Oliver Solberg l'année dernière, un Pierre-Louis Loubet sur la Hyundai, ils n'ont pas fait bien mieux. Là aujourd'hui, moi j'ai déjà été surpris de voir que c'était Sordo qui était engagé au Mexique. Parce qu'après la performance de Breen en Suède, on aurait pu se dire qu'étant très familier de la terre aussi, il aurait pu être intéressant de l'aligner au Mexique. Même si Sordo, pour le coup, en termes d'expérience, avec beaucoup plus d'expérience que Craig Breen au Mexique,
Là, pour le coup, en Croatie, on aurait pu penser l'inverse, que justement, en Sordo, spécialiste de l'asphalte, ça aurait été plus intéressant de le mettre en Croatie. Et pour le coup, c'est Brin qui vient d'être officialisé aujourd'hui. Donc, ouais, je crains que pour Sordo, ce soit la saison un petit peu de trop. Et que si le contrat est pas bien ficelé, et que Brin fait encore quelques résultats, bah, qu'on aille plutôt vers plus de rallye pour Craig Breen et un peu moins pour Sordo que ce qui était prévu à la base. Parce qu'il est très, tu le vois au micro, il est toujours très gentleman, très positif, mais là tu sens qu'il est interrogatif, il est frustré, ça se sent. Hein. Ça se sent qu'il ne comprend pas lui-même ce qui se passe et il n'arrive pas, il n'y arrive plus, hein, ça se voit. Oui. Après, voilà, bon, c'est trop facile de l'extérieur Ouais. de juger et de dire. Hein, c'est quand même eux qui sont derrière le volant, qui prennent tous les risques. Mais les faits sont là. Les faits sont là. Ça fait au Monte-Carlo, il était déjà loin pour un rallye qu'il connaît excellemment bien, sur lequel il a eu l'habitude de performer aussi. Surtout que, encore une fois, le Monte-Carlo était extrêmement sec, donc c'était quasiment un rallye asphalte. Là, au Mexique, il est loin. Alors, certes, il a cette crevaison, malheureusement, le seul des rallyens de tout le rallye qui a une crevaison. Mais même avant ça, il était quand même pas tout proche. Alors, je vais te donner 3 noms à résumer parce que au-delà des rallyes, bien sûr, il y a le WRC2 et j'ai vraiment très très peur pour le WRC2. Alors, Gryazin, Stolberg, Greensmith. Est-ce que la Skoda est l'arme fatale et est-ce que pour toi le WRC2 est plié? Parce que moi j'ai l'impression que cette auto, tu la mets dans les mains de n'importe qui, ça gagne. Et vraiment, j'ai vraiment très peur pour nos petits Français. Fourmeau, alors il s'est battu comme un lion, ok, il a eu des soucis, mais la performance n'y est pas. Et moi j'ai vraiment peur pour Rossel, pour nos Français, parce que j'ai l'impression que cette Skoda, elle écrase tous les terrains. Ah oui, bah c'est pas enfin je dirais c'est plus une surprise. Hein. En tout cas, on le voit sur les 3 premières manches du WRC, on l'a vu en ERC, on le voit sur les rallyes nationaux sur lesquels elle peut être engagée. C'est vrai que déjà la version précédente était redoutable, mais celle-là, elle est juste effectivement quasiment imbattable, à part à être titillée par soit des pilotes extrêmement connaisseurs du rallye, comme Ole Christian Weby en Suède avec la Polo, comme Johan Rossel avec la C3 sur l'asphalte. Cette fois, Fourmeau qui effectivement en met toujours tenté plus pour essayer de compenser un peu le manque de puissance et de performance de la Ford. D'ailleurs, on voit la chaleur énorme qui s'est faite dans une spéciale là, dans On sort le bien. canyon. Je vous invite à aller voir la vidéo sur YouTube. C'est quand même impressionnant comme il arrive à récupérer la voiture avant d'avoir une casse de la courroie sur l'une des dernières spéciales. Mais oui, effectivement, cette Skoda, c'est l'arme absolue. Tout le monde va se battre pour avoir la nouvelle évolution, chose qu'avaient Gus Greensmith et Oliver Solberg sur cette manche. Emil Lindholm et Nikolai Gryazin étaient sur l'ancienne version de la Skoda, parce que ça reste quand même une voiture qui est neuve et donc avec des stocks de pièces qui sont compliqués à avoir. Voilà, ça reste de l'industrie, hein, donc comme un peu partout, il y a de la pénurie de pièces. Et, euh, et que dire? Oui, on se dirige vers un championnat, je pense, tout Skoda, et encore plus quand tu vois Topsport qui arrive à engager 7-8 voitures sur un même rallye. Ça risque d'être une coupe monomarque qui va être quand même ponctuée par de belles performances de l'un ou l'autre des pilotes sur certains rallyes. Je pense quand même qu'en Croatie, on va revoir de belles C3, et j'espère qu'on en verra d'autres. J'espère qu'on en verra d'autres. Ouais, mais sur la globalité et sur un championnat complet, j'ai bien peur que le pilote ou les pilotes qui auront cette Skoda seront en fin de championnat parce que j'ai l'impression que le step est tellement énorme en termes de performance que ça va être dur d'aller les chercher sur l'ensemble du championnat. Ah oui, bah clairement. Ça c'est clair, c'est clair et net. Surtout que bah tu vois, on a déjà des pilotes sur la Skoda, bah, par exemple Solberg qui fait une première et une troisième place. On a Greensmith pour sa première apparition sur la Skoda en Rallye 2
qui pour le coup, moi, m'a extrêmement impressionné, là. Greensmith, j'aurais jamais mis une pièce sur une victoire aussi éclatante de sa part. Et surtout, après le premier rallye qu'il fait. Parce qu'il fait un Ah oui. premier rallye où il finit assez loin. Ouais. Ouais, bon, c'était un rallye test où il prenait la mesure de l'auto. Boum, derrière, il gagne. Hein. Ah oui, oui. Non, mais Pas une erreur, hein, pas une seule erreur. Hein. non, mais pour le coup, autant moi enfin, je le considérais vraiment comme un pilote payant, très clairement, ces dernières années chez M-Sport. Et j'aurais jamais imaginé qu'il puisse être aussi performant sur ce rallye-là. Alors après, voilà, c'est encore à contrebalancer, hein, parce que j'allais dire son seul rival, ça a rapidement été Adrien Fourmeau. On sait le gap de performance qu'il peut y avoir entre la Ford et la Skoda. Après, quand Solberg s'est remis à attaquer après sa crevaison, il a enchaîné les temps scratch, tout simplement. Donc Greensmith n'existait plus trop par rapport à Solberg. Donc encore une fois, à voir. Griazin est sorti très très vite de la route et en plus il avait la version précédente. Donc tout ça c'est à confirmer sur un ou l'autre des rallyes, mais en tout cas ouais ça promet quand même des belles bagarres. Peut-être pas un petit constructeur, mais en tout cas des jolis rallyes en termes de performance. Et je te coupe juste 2 secondes. Lindon aussi, le champion Verset 2, j'ai l'impression que c'est un petit peu le même début de saison que Rovanpera. Hein. Et il a du mal. Hein. C'est compliqué pour lui, hein, j'ai l'impression. Oui, bah déjà Covid sur la première sur le Monte Carlo. Donc il fait forcer alors qu'il était prévu qu'il commence là-bas. Encore une fois, il a l'ancienne version de la Skoda, donc déjà de partir pas à armes égales, ça aide pas à se mettre complètement dedans et se mettre la rate au courbouillon, comme on dit, pour aller chercher des temps scratch. On va voir. C'est tellement rapide et ça va aussi malheureusement dépendre des oppositions qu'il va y avoir sur les rallyes, hein, puisqu'on sait qu'en rallye 2, il y a un choix d'épreuves qui est à faire. Donc ça va dépendre des oppositions. J'ai été quand même agréablement surpris par le plateau qui était annoncé au Mexique, parce qu'il y avait quand même une belle opposition pour un rallye ultra-bien comme celui-là. Un dernier mot sur le Mexique, parce qu'il y a un pilote qu'on n'a pas du tout parlé aussi, qui est parti vite à l'erreur. Moi, je trouve ça un petit peu dommage. C'est un petit peu. Moi, j'attends toujours le déclic de ce pilote. J'ai l'impression qu'il peut y arriver, mais il n'y arrive pas. C'est Katsuta. Il est parti à la faute. Alors, il fait des très belles choses, et puis parfois, part un petit peu tous les sens, quoi. Ouais, c'est compliqué à analyser. Un peu compliqué à analyser parce que c'était un pilote qui était quand même fiable, passé un moment. En début d'année dernière, on se rappelle qu'il a enchaîné les belles performances, les top 5 ou top 6, avec des jolis temps dans les rallyes, avec une volonté vraiment d'aller au bout des rallyes, de prendre de l'expérience. Et puis à partir du moment où il a cherché, on va dire, à aller un peu plus dans la performance, à aller titiller le chrono, là il s'est mis à faire des erreurs et il continue à en faire. Il en fait une grosse en Suède. Là, il en refait une belle le jour de son anniversaire, de ses 30 ans. Donc, pas forcément le cadeau imaginé. Là, il a clairement l'appui du constructeur. Hein. De toute façon, Toyota, comme ils le font un peu en championnat du monde d'endurance, ils veulent avoir un pilote japonais pour justifier leur investissement, ce qui se comprend tout à fait. Katsuta, pour le moment, n'a pas de concurrence à ce niveau-là dans son pays. Donc, je pense, il est très très loin d'être ridicule. Hein. On le voit, il se battait, il était même assez largement devant des Greensmith. Là, avec Loubet, il était légèrement derrière, mais c'était quand même pas dramatique. Sachant que, comme je te le disais, Loubet était quand même vraiment à full attaque le samedi, on avait l'impression. Donc non, ça restera je pense, cette saison du milieu de tableau, peut-être un ou deux podiums sur des rallyes avec beaucoup d'attrition, beaucoup d'abandon. Ça va être difficile d'aller bien plus loin, je pense. Oui, parce que 30 ans, il a déjà 30 ans, les années tournent, car pour lui, et ça va vite.
Donc j'ai bien peur que ce soit la dernière ou l'avant-dernière saison qu'on nous voie en WRC s'il n'y a pas un gros retournement. Hein. Oui, oui, bah après, encore une fois, hein, ça va dépendre un petit peu de la relève. Moi, je vois mal Toyota rester en WRC et ne pas avoir de pilotes japonais sur lesquels, sur lequel faire de la communication, tout simplement. Et ce serait juste beau aussi qu'il y ait enfin un pilote japonais qui puisse gagner en WRC, encore plus avec une Toyota. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Alors, je reviens juste une dernière fois sur le rallye du Mexique. C'est juste un avis extérieur de spectateur. Je ne sais pas si tu as eu la même impression que moi, c'est que j'étais un petit peu frustré. J'ai eu l'impression de revoir toujours un petit peu les mêmes passages. Ça manquait un petit peu de variété. Tu sais, la descente avec le drapeau, tu sais, les enchaînements, la bosse, on l'a vu 4 ou 5 fois ce passage. Et j'aurais aimé un peu plus de variété, de spéciales différentes, de passages différents. T'as pas eu, toi, ce sentiment-là? Alors oui, c'est vrai, quand on regarde de manière assidue les différentes spéciales, elles se ressemblent quand même pas mal. Il y a même des portions qui sont utilisées plusieurs fois dans plusieurs spéciales. Mais pour le coup, moi, j'aurais plutôt mis un pouce levé pour l'ensemble du rallye, de la couverture audiovisuelle qu'il y a pu y avoir. Pour le coup, on avait de superbes vues d'hélicoptères pendant longtemps. On pouvait voir les trajectoires, on suivait les voitures, on les voyait de dessus, de côté. On pouvait vraiment apprécier la qualité de pilotage des équipages, justement. Et ça, pour le coup, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une aussi belle couverture et une belle publicité pour le rallye. Tu as entièrement raison parce que il y avait beaucoup de caméras extérieures aussi. Et je me suis posé la question, pourquoi le Mexique avait autant d'hélicoptères, autant de caméras extérieures, et autant pourquoi la Suède et le Monte-Carlo n'arrivent pas à faire ça? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois tout à fait. Après, j'imagine qu'il y a tout simplement des raisons de coût. Peut-être que des organisateurs ne peuvent pas se permettre d'avoir autant d'hélicoptères. Tu sais aussi bien que moi les questions politiques, économiques, écologiques qu'il y a en ce moment qui empêchent certains rallyes de se dérouler correctement. On tape toujours sur les pollueurs sans regarder ce que ça peut apporter à côté en termes de tourisme, en termes de développement de technologie, en termes de plein de choses. J'imagine que c'est la raison principale. Après, il y a des raisons techniques aussi. Hein. En Suède, passer entre les arbres avec les hélicoptères, c'est pas simple. Quand il fait -15, c'est un peu plus compliqué de les faire voler aussi. Le coût du pétrole, du gasoil ou du kérosène, en l'occurrence, n'est pas forcément le même au Mexique Oui. que ce peut être en Europe. Donc voilà, je pense que c'est des coûts opérationnels et c'est pas une volonté, en tout cas, de ne pas donner de spectacle parce que là, pour le coup, ça a été une vraie belle pub. Alors, je vais te poser les 2 dernières questions. Hein. La prochaine question, c'est on se retrouve donc après le rallye de Croatie, Avec de plaisir. près. Et j'ai pas oublié, il y a une petite surprise apparemment. Ouais. Bah écoute, une petite surprise un peu comme d'habitude. Hein, tu sais, j'avais initié un peu ces petits moments particuliers. Donc, pour parler un petit peu de miniature aussi, de notre passion du rallye. Et t'es pas sans savoir qu'en parallèle du rallye du Mexique, il y avait aussi la première manche de championnat de France avec le rallye. Voilà, qui a été remporté de main de maître par Nicolas Siamin sur la polo du team Sarrazin Motorsport. Et ben en l'occurrence, tu vois, je voulais faire un petit clin d'œil à Stéphane Sarrazin, Patrick Pivato, avec typiquement une sorte de petite mise en scène. Alors là, c'est très très simple hein, parce que voilà, pour la transporter, c'est quand même un peu compliqué, mais c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Donc c'est voilà, tu vois, des mises en scène avec l'équipage, le pilote, son copilote qui célèbre le podium au Rallye d'Espagne. Oui. Là, pour le coup, au 1/18e. Donc, un petit clin d'œil à Stéphane Sarrazin, à toute son équipe, à Nicolas Siamin aussi et à tous les protagonistes du championnat de France. Donc ça, c'est des miniatures qu'on peut retrouver chez Auto Mini Racing, comme on l'a mentionné déjà à plusieurs reprises.
Vous pouvez voir pas mal de photos, parfois des vidéos aussi qu'on poste sur nos réseaux, Instagram, Facebook, et puis l'exposition permanente, donc qui est toujours en train de se mettre en place petit à petit et qui devrait réouvrir ses portes incessamment sous peu. On en reparlera, et puis on reparlera aussi dans une prochaine émission un petit peu de championnat de France, parce que ce qui intéresse, et j'aimerais avoir aussi ton avis pertinent dessus. C'est aussi pour moi l'occasion, quand tu parles de Patrick Pivato, de faire un coucou. Alors je sais pas s'il nous écoutera, nous entendra, à Serge Jordan, parce que ça me rappelle les années-là. Serge Jordan, c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. C'est un peu lui qui m'a mis le pied à l'étrier, donc je lui fais un coucou s'il m'écoute. Écoute, ça a été un plaisir de débattre avec toi, de revenir sur le rallye du Mexique. On se retrouve après le rallye de Croatie. Eh ben, ce sera avec une très grande joie, un honneur. Et puis, d'ici là, que nos auditeurs sur les différentes plateformes, téléspectateurs sur YouTube et autres, n'hésitent pas à interagir, à nous faire part de leurs commentaires, mettre un petit like, un petit commentaire, ça aide toujours. Et encore une fois, s'il y a des points techniques sur lesquels revenir, détailler, on est là pour échanger de manière la plus conviviale possible. Ah ben là, tu sais quoi, le prochain rallye, fais tes petites fiches, parce qu'il y aura beaucoup de questions sur les pneus, je pense. Ok. C'est vrai que ça peut être un des critères prépondérants, comme tu l'avais mentionné tout à l'heure, en fonction de la température, encore une fois, de la météo. Pneus soft, pneus durs, panachage, montres croisées et autres. Ça peut avoir son rôle à jouer dans la décision finale du rallye. Tu nous parleras de tout ça, je suis impatient d'avoir ton avis. Bonne soirée à toi, très bientôt. Merci Fabien, à très bientôt, bonne journée et prenez soin de vous. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine